Praxis 7, la ruée vers l'or, en podcast. Aujourd'hui, nous recevons Marie Ferru, professeure des universités en géographie, auteure de l'article « Développement territorial, anticiper la réindustrialisation par l'innovation ». Marie Ferru, bonjour, vous êtes professeure en géographie à l'université de Poitiers, spécialiste en géographie de l'innovation et développement territorial, membre du laboratoire de recherche Ruralité, un acronyme pour rural, urbain, acteur, lien, territoire, environnement et société. Et enfin, vous êtes directrice de la Fédération de recherche Territoire. C'est avec tous ces titres que vous avez accepté de contribuer au 7e numéro de la revue Praxis. Praxis, c'est le magazine annuel de gestion et management, entièrement réalisé par les équipes de l'IAE de Poitiers. En 2025 est sorti son 7e numéro intitulé La ruée vers l'or, et vous y avez proposé l'article « Développement territorial, anticiper la réindustrialisation par l'innovation ». Alors je vous propose de revenir sur ce papier aujourd'hui. On va essayer de décortiquer tout cela ensemble, avec pour commencer peut-être quelques explications de texte. À quoi peut renvoyer la notion de réindustrialisation ? Alors peut-être juste pour rappel en amont, revenir sur la notion d'industrie parce qu'en fait, statistiquement, selon l'INSEE, l'industrie, ça renvoie à un champ bien précis. Ça renvoie aux activités économiques qui combinent des facteurs pour produire des biens matériels destinés au marché. Donc vous voyez que ça renvoie plus précisément à l'industrie manufacturière. Et si on voulait, on pourrait avoir une définition un peu plus large qui consisterait aussi à intégrer l'industrie extractive, par exemple, la production et la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur, et puis aussi la distribution ou la production d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets ou la dépollution. Et également aussi, on pourrait réintégrer les services aux entreprises qui étaient initialement, historiquement classés dans les entreprises industrielles et qu'on a externalisées il y a quelques années. Donc voilà, ça c'est pour le petit contexte, mais sinon on parle de réindustrialisation pour discuter de l'augmentation du poids relatif de l'industrie dans la croissance économique des territoires. C'est ça la définition. Et donc vous voyez bien que c'est un processus qui est inverse à la désindustrialisation et c'est pas un synonyme de relocalisation. On peut lire dans votre publication quelques chiffres intéressants. L'industrie pèse en moyenne 13,3% de l'emploi total selon l'INSEE en 2021 et 17% du PIB selon Statistica 2022. Je vous cite, on observe un retournement de l'emploi industriel depuis 2016. Marie Ferru, comment expliquer ce rebond récent de l'emploi industriel en France ? Alors, il s'explique aussi par la période antérieure. Il faut revenir sur le fait qu'il y a eu une désindustrialisation, un processus qui a débuté dans les années 90. Les emplois industriels sont passés quand même pour les pays membres de l'OCDE de 30% de l'emploi en 91 à 22 en 2017. Donc, on a eu vraiment une réduction forte de l'industrie qui est liée à une augmentation de la concurrence internationale, une augmentation de la productivité et puis, ce que je vous disais, une externalisation forte de certaines activités qui étaient considérées comme moins stratégiques pour l'entreprise. Et donc forcément, dans les années 90, en plus l'industrie a été un petit peu délaissée par les politiques industrielles qui étaient très orientées filière. Ensuite, ça a été un peu délaissé. Donc on arrive à une situation où l'industrie est un petit peu au plus bas. Et donc dans les années 2015, on arrive à un niveau très bas. Donc forcément, ça remonte un peu. Et puis il y a prise de conscience avec la crise du Covid aussi qu'il faut réintégrer, garder certaines activités industrielles essentielles pour la France. Donc ça, c'est vraiment une dynamique qui se réenclenche et qui est accentuée aussi par le gouvernement, puisque dès 2019, le gouvernement a mis en place le dispositif territoire d'industrie, qui cherchait à renforcer le tissu industriel à l'échelle locale. Et puis après le Covid, on a eu aussi un souhait de renforcer la souveraineté industrielle du territoire, rapatrier certaines activités, rattraper le retard industriel français, et on a eu le plan France 2030. Et puis dernièrement, le développement de l'industrie 4.0 qui a permis de relancer en partie l'industrie. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est que c'est un chiffre très global qui est pour la France entière ou même pour l'Europe, et ça cache bien des disparités locales puisque toutes les communes ne voient pas l'industrie augmenter sur leur territoire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que géographe, c'est au-delà de ces chiffres, essayer de comprendre quels sont les territoires qui vont bénéficier de cette réindustrialisation, quels sont les territoires, quels atouts ont-ils et pourquoi et comment on peut permettre cette réindustrialisation localement. Alors vous parlez de disparité, j'aimerais bien que l'on revienne dessus si vous le voulez bien. Dans l'article, vous évoquez la répartition spatiale de l'industrie en France, que vous jugez donc inégale, avec des territoires qui résistent mieux au déclin industriel, compte tenu d'un certain nombre d'avantages.
Alors, à quoi elle ressemble, cette carte de France de l'industrie aujourd'hui ? Alors, la géographie industrielle de la France, elle est marquée par des effets géographiques globaux qui sont assez bien connus. Et on verra qu'il y a aussi des effets géographiques locaux. Donc, sur les premiers effets, on voit d'abord des effets de localisation. Donc, sur la carte, vous voyez l'existence d'une diagonale du vide ou l'axe Havre-Marseille. Et donc, ça, c'est un effet géographique assez usuel qui coupe la France en deux parties avec deux dynamiques inverses. On va dire le déclin industriel plutôt continu au nord-est et puis une dynamique beaucoup plus positive au sud-ouest. Et on retrouve aussi dans cet effet de localisation un effet lié à la proximité aux frontières ou au littoral. Et par exemple, on voit que le Rhône-Alpes ou l'Alsace sont globalement dynamiques, cet effet frontière qui joue positivement. Après, on voit des effets sectoriels. Il y a des territoires qui sont plutôt fragiles parce qu'ils sont positionnés sur des secteurs traditionnels en déclin, donc comme la Lorraine. Et puis après, on voit d'autres secteurs qui sont quand même beaucoup plus protégés ou qui ont des dynamiques positives actuellement. Et on voit le cas de Cherbourg qui peut justement bénéficier de cet effet positif sectoriel. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est à un niveau plus fin, on observe des effets géographiques liés, par exemple, au type d'espace. Est-ce que c'est un territoire qui est plutôt rural ou un territoire qui est plutôt gros, petit ? Usuellement, on avait mis en évidence des effets taille. Les grosses métropoles étaient celles qui étaient les plus dynamiques. Ces dernières années, et notamment pour l'industrie, on voit aussi l'importance du rural. On voit que des usines sont à la campagne et que l'industrie n'est plus l'apanage des grandes villes. Et ça se voit statistiquement puisque 27% des emplois industriels sont dans le rural. Donc c'est vraiment un territoire qui aujourd'hui résiste mieux que les métropoles aux crises et à la désindustrialisation. Après, le dernier point, c'est à noter que au-delà des stats et des cartes, on a des monographies de territoire qui ont permis de mettre en évidence des effets plus micro, plus locaux et qui vont permettre de montrer que le rural n'est pas non plus l'apanage de la réindustrialisation. Le rural est un territoire qui est pluriel. Donc on voit sur certains territoires, et notamment, oui, des territoires ruraux ou de taille moyenne, des effets positifs liés à des avantages construits historiquement, à des ressources avantageuses pour l'industrie. C'est par exemple des savoir-faire, des infrastructures, et ça donne une acceptabilité industrielle au cours du temps plus forte. Donc ça, c'est sûr que c'est un effet positif. Il y a aussi le fait que les territoires ruraux ou de taille moyenne ont du foncier de qualité et à bas coût. Donc ça les aide aussi fortement. Et dernier atout aussi pour ces territoires, c'est aussi, on observe sur des cas, une proximité physique immédiate entre acteurs qui favorise l'interconnaissance et qui favorise le développement de projets industriels, pas que industriels, mais notamment industriels. Et ça permet d'expliquer en fait la résistance et la persistance de l'industrie sur certains territoires, comme le bassin de Lac, Châtellerault ou le Bocage-Bressuiret. Une phrase attire l'attention dans votre article. Les services s'industrialisent et occupent une place plus importante dans la production manufacturière, tandis que l'industrie devient de plus en plus servicielle. Cette distinction, elle est donc de moins en moins claire entre industrie et services ? Oui, tout à fait. En fait, la réindustrialisation, elle invite à réinterroger la dichotomie service-industrie, puisque les contours entre les deux deviennent flous. On voit que les services commencent à s'industrialiser, ils occupent une place de plus en plus importante dans la production manufacturière. Donc ça, on en a parlé avec l'externalisation des services de l'industrie. Et on voit aussi que l'industrie se tertiarise, elle devient de plus en plus servicielle. On le voit avec l'économie de la fonctionnalité notamment. Donc industrie et services convergent, mais aussi bien par les méthodes de production, par les métiers et aussi par les produits finaux. Et donc il y a beaucoup d'auteurs qui parlent aujourd'hui d'économie industrielle de services, de tertiarisation de l'industrie ou encore de tertiaire industriel. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que cette frontière entre industrie et service, elle est de plus en plus poreuse avec les activités autour de l'énergie. Donc ça va arriver de plus en plus. Et ce qui semble aujourd'hui compter, au-delà de cette définition industrie-service, c'est de penser la chaîne de valeur dans son ensemble, plutôt qu'une activité en tant que telle. Et c'est de vraiment comprendre la construction d'un écosystème productif local qui tient compte justement de ces différentes interdépendances dans la chaîne de production, et puis sur les dimensions aussi économiques, sociales et puis environnementales. Alors oui, vous évoquiez la cause environnementale. Cet enjeu de réindustrialisation française, est-ce qu'il peut présenter un risque, sur le plan environnemental justement, et sur le plan social également ?
Oui, c'est vraiment ce qu'il faut aussi avoir en tête parce que ce processus de réindustrialisation, il est une opportunité pour certains territoires, on l'a dit, notamment pour les territoires ruraux ou les villes petites et moyennes qui vont pouvoir retrouver une place de premier ordre grâce à leurs avantages. Mais si tel est le cas, il va y avoir un défi quand même majeur pour ces territoires qui sera la gestion de cette réindustrialisation, la recherche d'un équilibre entre développement économique et environnement. En d'autres termes, c'est faire attention à l'augmentation des pollutions directes, indirectes, à l'émission de CO2 liées à ces nouvelles activités. Il va vraiment falloir tenir compte de ça et penser aussi décarbonation de l'industrie. C'est intégré vraiment à cette réindustrialisation. Également, il faudra faire attention à un équilibre entre la mise à disposition de ces ressources territoriales, donc les bénéfices issus de la restructuration pour que ça n'engage pas des inégalités socio-spatiales plus grandes, que tout le monde puisse en bénéficier en termes d'emploi, en termes de revenus, en termes d'impôts et en termes d'attractivité du territoire aussi. Merci. Alors le podcast touche bientôt à sa fin. Pour conclure, peut-être une dernière question, une projection que je vous propose à moyen terme. À quoi pourrait ressembler le paysage industriel français d'ici 15 ou 20 ans ? Alors, peut-être pour le dire assez simplement, c'est vrai qu'il y a un programme en France qui s'appelle France 2030 qui cherche à stimuler l'émergence de projets novateurs autour notamment du modèle de la Gigafactory. Donc ces Gigafactories, c'est des usines gigantesques, souvent basées sur des technologies avancées qui permettent de produire à grande échelle. Contrairement à l'idée défendue par certains et à cette politique, je ne pense pas que la réindustrialisation rime avec la création de ces gigafactories. Suivant certains chercheurs, notamment Pierre Weltz, qui est assez connu sur le sujet, il me semble que l'industrie, elle doit rompre justement avec cette accumulation des performances, qu'elle doit vraiment aller au-delà d'un verdissement de la production, au-delà aussi d'innovations technologiques toujours plus efficaces, et qu'il faut plutôt faire une véritable bifurcation de l'industrie basée sur un nouveau modèle d'innovation. Un modèle d'innovation qui ne peut pas être juste du low-tech ou du deep-tech, qui doit vraiment avoir en tête une interdépendance des modèles d'innovation traditionnels et ça doit donc être plus que juste l'addition d'innovations sociales et technologiques. Pour essayer d'illustrer en lien avec un ancien numéro de Praxis où vous aviez parlé du projet Plastil, je pense que c'est vraiment un exemple qui peut illustrer ce que je veux dire par des innovations interdépendantes. C'est vraiment le fait qu'on va chercher à répondre à un besoin sociétal. Dans le cas de Plastil, on va vraiment essayer de gérer localement des déchets textiles et en même temps, on va, grâce à un processus de R&D, de recherche et développement, on va essayer de créer des nouveaux matériaux écologiques, du plastique biodégradable. Et donc ça, ce projet, il montre bien qu'on va avoir une nouvelle filière qui va se créer avec une chaîne de valeur complète à repenser, élargie, qui s'appuie sur des partenaires locaux, non locaux, et aussi qui s'est appuyé sur des collaborations issues à la fois du monde de l'ESS, puisqu'en fait, il y a des structures d'insertion qui vont participer au développement de ce projet, et en même temps, il y a le monde de l'écologie avec un formulateur bioplastique pour la fabrication de la matière. Donc, on voit comment, en fait, on a des mondes qui se rencontrent, on a différentes innovations qui sont interdépendantes, et puis ça va permettre donc de créer une nouvelle filière tout à fait pertinente pour le territoire, pour l'environnement et qui va permettre de créer aussi des emplois localement. Merci Marie Ferru pour toutes vos réponses. On le rappelle, vous êtes professeur en géographie à l'Université de Poitiers et auteur dans le Praxis 7 de l'article « Développement territorial, anticiper la réindustrialisation par l'innovation ». Pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, nous vous mettons l'article en intégralité. À bientôt pour de nouveaux podcasts.